En matière de divertissement sportif, l'UFC n'est pas exactement l'une des franchises les plus strictes par rapport à la NFL ou à la MLB. Mais lorsque les combattants testent les limites, ils finissent par en subir les conséquences. Et par conséquence, nous parlons de combattants qui sont complètement expulsés de la promotion. Jusqu'où ces combattants ont-ils dépassé les limites et que s'est-il passé par la suite ? Restez dans les parages pour le découvrir alors que nous vous présentons les combattants que l'UFC a bannis à jamais. Commençons par le Britannique Paul Daley. Les fans qui se souviennent de Paul Daley savent qu'il était colérique. Et nous ne parlons pas seulement de la tête brûlée habituelle des combattants de l'UFC. Ce type a toujours eu du tempérament, mais cela mis à part, Daley était un combattant assez impressionnant. L'Anglais avait obtenu sa ceinture bleue dans le système de catch bolt et sa ceinture noire en jiu-jitsu brésilien sous la direction de Lee Bown. Après avoir débuté sa carrière dans les arts martiaux en 2003, il s'est développé et était l'une des plus grandes étoiles montantes de l'UFC lorsqu'il l'a rejoint en 2009. Semtex a également remporté le prix de la révélation de l'année, si bien que tout le monde attendait de lui qu'il devienne quelque chose d'encore plus spécial. Cependant, son passage dans la promotion a été de courte durée en raison de son tempérament, et peut-être de sa mauvaise audition. À vous d'en juger. En mai 2010, Daley était à son apogée. Il sortait de 4 finitions par KO consécutives et tout le monde dans la compagnie voyait en lui le futur champion du monde des poids welter. Avec tout ce battage autour de lui, il a été appelé à l'UFC 113 à Montréal pour affronter Josh Koscheck dans un combat d'élimination du titre pour déterminer le prochain challenger du champion des poids welter de l'époque, Georges St-Pierre. Les deux combattants avaient une histoire assez riche en trash-talking, et tout le monde était donc impatient de voir ce que ce combat allait donner. Le jour venu, au cours du premier round, Koscheck fait semblant d'avoir reçu un coup de genou illégal à la tête. L'arbitre n'a pas pu voir que Koscheck faisait semblant, et Daley s'est vu retirer un point pour cela, ce qui l'a mis en colère, et pire encore, pendant le reste du combat, Koscheck a eu le dessus. Il était évident que le meilleur combattant était le meilleur, et que Daley était frustré, mais rien d'anormal ne s'est produit, jusqu'à la fin du dernier round. Le combat est terminé, et l'Anglais s'approche de Koscheck pour lui serrer la main. Mais au lieu de lui serrer la main, Daley l'a soudainement frappé d'un coup de poing. L'arbitre, Dan Miragliotta, est intervenu rapidement avant que la situation ne dégénère, retenant Daley contre la barrière. Ce coup de poing a été le dernier de Semtex dans l'entreprise, puisque le président de l'UFC, Dana White, l'a banni le soir même. Il n'a même pas fallu longtemps à White pour être interviewé après l'événement et il a publié une déclaration annonçant que Daley n'était plus le bienvenu dans l'entreprise, en disant « Il n'y a aucune excuse pour cela. Ce sont des athlètes professionnels. Vous ne frappez jamais un gars de manière flagrante après la cloche comme ça, que vous soyez frustré ou non. » Et il n'en a pas fini, ajoutant « Je me fiche qu'ils combattent dans tous les shows du monde entier, qu'il devienne le meilleur et que tout le monde pense qu'il est le meilleur au monde, mais il ne combattra plus jamais dans l'UFC. » Il a ensuite été révélé que White avait parlé à Paul Daley après le combat, mais la seule explication que l'ancien combattant de Cage Rage a donnée est qu'il n'avait pas entendu la cloche. Ce n'était absolument pas vrai, et cela a été confirmé plus tard lorsque Daley s'est excusé pour cette action et a révélé que c'est le trash-talking de Koscheck qui l'a poussé à agir. Il a montré des remords pour l'avoir frappé en disant qu'il n'y avait aucune excuse pour sa décision irréfléchie, mais cela n'a pas suffi à faire changer d'avis Dana White. Daley a passé la décennie suivante à travailler pour un certain nombre de promotions indépendantes, rencontrant un grand succès avec des organisations telles que Strikeforce, BAMMA et Bellator. Mais tout ce succès ne lui a pas permis de revenir à l'UFC et, finalement, une douzaine d'années après ce vilain incident, en mai 2022, Daley a disputé son dernier combat de MMA lors du Bellator 281. Le bon côté des choses, c'est qu'il a tout de même réussi à faire une belle carrière. Le gars suivant a été banni pour quelque chose de similaire et ne s'en est jamais vraiment remis. Son nom, Jason High. Jason était un jeune catcheur ceinture noire de l'Université du Nebraska à Lincoln lorsqu'il a commencé à pratiquer les arts martiaux mixtes en 2005. 5 ans plus tard, il a été engagé par l'UFC. Mais cette expérience n'a duré que quelques semaines tout au plus. Et non, ce n'est pas parce qu'il a été banni, pas encore.
Hai a été engagé pour faire ses débuts contre Charlie Brenneman sur la carte préliminaire de l'UFC Fight Night, Florian versus Gomi. Cependant, il a perdu ce premier combat par décision unanime, ce qui a marqué la fin de son séjour au sein de l'organisation. Après cela, Hai s'est remis au travail en revenant dans sa ville natale de Kansas City et en ouvrant un centre à Leawood, au Kansas, avec un autre pro du MMA, LC Davis. Jason a également commencé à s'entraîner à l'American Top Team à Coconut Creek, en Floride. Et peu de temps après, sa carrière prometteuse a repris. En février 2011, il a été engagé par Strikeforce. Et après 2 victoires unanimes et une victoire par soumission en 26 secondes, Hai a fait suffisamment ses preuves pour que l'UFC le réengage. Au cours de l'année qui a suivi, il a remporté quelques victoires impressionnantes, notamment une soumission par étranglement guillotine au premier round contre James Head à l'UFC Fight Night 27. Mais le retour en grâce de Jason prend fin peu de temps après. Avec un bilan de 2-1 lors de son deuxième passage dans la compagnie, Hai a affronté l'ancien champion Rafael dos Anjos à l'UFC Fight Night 42 en juin 2014. Certains ont estimé qu'il était trop tôt pour qu'il affronte un ancien champion, mais Jason était assez confiant en lui, exigeant d'être placé dans le top 10 une fois qu'il aurait obtenu la victoire. Disons-le tout de suite, la façon dont le match s'est terminé ne pouvait pas être plus éloignée d'une victoire. En toute justice pour Jason, il s'est bien battu, restant debout jusqu'au deuxième round. Mais il n'a pas pu aller plus loin. Do Anjo a réussi à placer une grosse main droite et le combat s'est terminé en queue de poisson. Jason n'était plus très haut. Il s'est écroulé sur la toile, sentant manifestement le coup. L'arbitre, Kevin Mulhall, met fin au combat alors qu'il reste environ 90 secondes au chronomètre. Immédiatement, Jason s'est levé, contestant l'arrêt du combat et affirmant qu'il était toujours dans le combat. Et vous savez quoi? Il n'était pas mal placé pour le faire, mais lorsqu'il est allé trop loin dans sa protestation, il a bousculé l'arbitre. Cette action singulière est une chose que l'UFC ne tolère pas et dès la fin de l'événement, Dana White a annoncé qu'il retirait définitivement Jason de l'équipe en déclarant « Ce jeune Jason Hai s'est levé et s'est mis en colère. Ce jeune Jason Hai s'est levé et a poussé un arbitre. Il est exclu. Je vais le supprimer. » Le chef de l'UFC, furieux, a même fait référence à l'affaire que nous avons mentionnée plus tôt, lorsqu'il a déclaré « Je regarde la façon dont Daley a posé ses mains sur son adversaire après la fin du combat. On ne touche jamais, jamais un arbitre, jamais. Tu es fini ici. » Il s'est excusé sur Twitter, mais il est fini. Fidèle à sa parole, Jason Hai en a terminé. Il a signé avec World Series of Fighting environ 1 an plus tard et a travaillé dans le circuit régional, mais il n'a pas réussi à rejoindre une promotion de haut niveau depuis. L'action la plus récente de Jason Hai a été sa participation à la division des poids légers de la Professional Fighters League en 2018. Un moment de colère a vraiment gâché toute la carrière de ce type. C'est une excuse que notre Ruslan Magomedov ne peut pas faire, d'autant plus qu'il a eu de multiples opportunités de seconde chance. Lorsque les gens parlent des détenteurs de records de l'UFC, ils pensent à Khabib Nurmagomedov, Tito Ortiz, Kamaru Usman et Randy Couture. Ce type a lui aussi son propre record, mais il explique comment il a été banni à vie de l'UFC. Ruslan a rejoint l'UFC en février 2014 après avoir passé du temps à se développer en Russie et sur le circuit Bellator MMA. Au moment où il a été signé pour combattre dans la division des poids lourds de l'UFC, il avait montré suffisamment de promesses pour être considéré comme la prochaine grande vedette daghestanaise. Ruslan était non seulement un coéquipier connu de Khabib Nurmagomedov, poids léger légendaire et compatriote daghestanais, mais il affichait également un bilan de 11 victoires et une défaite contre plusieurs adversaires de renom. Au cours des 2 premières années qui ont suivi son entrée à l'UFC, les performances de Ruslan n'ont pas été à la hauteur de l'engouement qu'elles suscitaient. Il a manqué un certain nombre de matchs en raison de blessures, mais il était toujours invaincu en 3 événements de l'UFC en septembre 2016. Cependant, le 26 du même mois, tout s'est effondré lorsque l'USADA, qui est l'administrateur du programme antidopage de l'UFC, a suspendu Magomedov pour une violation potentielle de la politique antidopage. Comme dans tout sport de compétition, l'UFC ne tolère rien en matière de dopage.
Mais Ruslan n'a pas été exclu de l'organisation. Au lieu de cela, il a été suspendu pendant 2 ans et a dû payer un total de $10 000 pour les frais d'arbitrage aux côtés de certains de ses coéquipiers. Après avoir purgé la durée de sa suspension, Magomedov devait retourner dans la cage pour affronter Marcos Rogerio de Lima le 3 novembre 2018 à l'UFC 230. Les fans étaient impatients de voir s'il pouvait reprendre là où il s'était arrêté. Malheureusement, des problèmes de visa l'ont contraint à se retirer du combat et à se faire remplacer par Adam Wieczorek. Les fans étaient loin de se douter qu'il s'agissait de sa dernière chance de travailler à l'UFC. Car quelques mois plus tard, en avril 2019, l'USADA a de nouveau annoncé que Ruslan Magomedov avait été reconnu coupable non pas d'une mais de 2 violations de dopage cette fois-ci. Il avait auparavant été contrôlé positif à 2 stéroïdes anabolisants avant de refuser de compléter le processus de collecte d'échantillons comme demandé par un agent de contrôle du dopage lors d'une session de test hors compétition en février 2019. En faisant cela, il a perdu tout espoir de feindre l'ignorance. Nous pensons que ce mec a entendu et mal compris le dicton « une fois mordu, 2 fois timide ». Étant donné qu'il en était à sa 3e violation de dopage, l'USADA a annoncé une interdiction à vie pour le combattant russe, ce qui signifie également une interdiction à vie de l'UFC. C'est donc le record de Ruslan, le premier combattant de l'UFC à être banni à vie par l'USADA. C'est vraiment fou. Depuis, Magomedov a signé avec la promotion russe de l'ACA, mais n'a pas vraiment réussi à s'imposer, se faisant mettre KO lors d'un de ses 3 combats et perdant un autre par décision partagée. Tout comme Jason High, une autre carrière prometteuse est en train de s'effondrer. Passons maintenant à l'un des combattants les plus célèbres à avoir été banni de l'UFC, Matt Riddle. Attendez une minute. Le même Riddle qui a remporté le titre de champion tag team de NXT, le titre de champion des États-Unis de la WWE et qui était le partenaire de Randy Orton? Oui, cet abruti de la société de Vince McMahon a fait partie de l'UFC avant d'en être banni. Matt a fait ses débuts professionnels en MMA à l'UFC le 21 juin 2008 lorsqu'il a battu son camarade de l'Ultimate Fighter, Dante Rivera, par décision unanime. Dès lors, Matt est devenu l'un des meilleurs de la compagnie, affrontant certains des plus grands noms du MMA, notamment Nick Osipjak, Steve Bruno, Lance Benoit, Damark Johnson et TJ Wahlberger. Son record de 10-3 dans l'octogone au moment où il a été expulsé de la compagnie fait de lui l'un des meilleurs à avoir jamais été banni. Et si vous avez besoin d'une preuve supplémentaire, que dire du fait que Matt Riddle a également terminé sa carrière à l'UFC en 3e position dans l'histoire de la promotion pour la défense contre les takedowns avec un taux de 89,3% et en 8e position pour le nombre total de coups portés avec 1350. En clair, c'était un sacré combattant. Mais à l'instar du personnage qu'il a incarné à la WWE, Riddle avait de terribles instincts professionnels. Et cela a fini par le rattraper. Peu après l'une de ses victoires les plus mémorables contre Chris Clements à l'UFC 149, au cours de laquelle Riddle a remporté une prime de $65 000 pour la soumission de la nuit grâce à sa première victoire par soumission, on a annoncé que Riddle avait été suspendu pendant 90 jours. Pourquoi ? Eh bien, le jeune combattant avait été testé positif à la marijuana lors du contrôle antidopage effectué après le combat en juin 2012. Sa victoire sur Clément a été transformée en no contest, ce qui aurait dû lui faire mal. Mais ce n'est manifestement pas le cas, car quelques mois plus tard, Riddle a de nouveau échoué à un test antidopage. Cette fois, il venait de vaincre Che Mills à l'UFC on Fuel TV, Barão versus McDonald par décision partagée. 10 jours plus tard, il a été soumis à un contrôle antidopage qui a révélé la présence d'une grande quantité de marijuana dans son sang pour la 2e fois en moins d'1 an. Le fait est qu'aujourd'hui, la consommation de cannabis n'est pas considérée comme une infraction grave par l'USADA et les commissions athlétiques. Mais il y a 10 ans, c'était contraire aux règles, en particulier lorsqu'un athlète échouait à 2 tests la même année. Bien que l'UFC n'ait pas publié de communiqué officiel le bannissant à vie, Dana White s'est fait un devoir de le préciser, en déclarant « Tout le monde va avoir des problèmes avec le cannabis.
Tout le monde aura une excuse pour expliquer pourquoi il a été exclu. Matt Riddle a donné une interview avant son combat dans laquelle il disait « Je fume de l'herbe pour ne pas battre mes enfants ». Puis il a été contrôlé positif à l'herbe. C'est un putain de crétin. C'est pour cela qu'il n'est pas là. Il est exclu parce que c'est un crétin. Et le clou dans le cercueil a été quand Dana a ajouté « Je vais lui faciliter la tâche. Nous ne lui demanderons pas de revenir ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il nous semble que Dana est peut-être encore plus en colère contre les propos de Riddle que contre le fait qu'il ait pris de la marijuana. Matt Riddle est passé par Bellator MMA et Titan FC avant d'entrer dans l'industrie du catch. Il a connu un certain succès, même s'il a été licencié par la WWE en 2023. Ensuite, nous avons Thiago Silva. Les amateurs de football connaissent ce nom, mais nous parlons ici du combattant de l'UFC qui a fait son entrée dans l'entreprise en 2008 avec un impressionnant palmarès professionnel de 9-0 avec 8 arrêts. Ce mec n'avait pas l'intention de faire n'importe quoi. Lorsqu'il est arrivé à l'UFC, on attendait beaucoup de lui, et pendant les 7 années qui ont suivi, il a répondu à cette attente en affichant un superbe bilan de 19-6-0, avec 2 combats qui se sont terminés par un no contest. Ces combats étaient divertissants et passionnants, mais surtout, ils étaient violents. Bien sûr, l'UFC se résume à 2 combattants qui se battent à mort, mais les combats de Thiago Silva étaient encore plus violents que les face-à-face habituels. Tant que le travail était fait, personne ne s'en souciait. Mais le problème, c'est que la violence de Silva sur le ring s'est répercutée dans sa vie réelle. Tout d'abord, en 2011, Silva a été reconnu coupable d'avoir modifié cet échantillon d'urine pour un contrôle antidopage lors de son combat à l'UFC 125. Il a admis avoir modifié son urine afin d'éviter la détection de certaines substances illicites qu'il utilisait et qu'il prétendait être dues à une blessure au dos. Pour cette infraction, Silva a écopé d'une suspension d'1 an. Sa dernière victoire de l'année a été transformée en non-contestation. 25% de sa bourse ont été confisqués et $20 000 ont été retirés d'une prime de victoire de $55 000. Mais pour prouver à quel point il était bon sur le ring, dès qu'il a purgé sa peine de suspension, Silva a recommencé à enchaîner les victoires par KO, jusqu'en février 2014. Le vétéran de l'UFC a été arrêté à Oakland Park, en Floride, pour avoir prétendument menacé l'artiste MMA décoré Pablo Popovich à son centre de jiu-jitsu brésilien avec une arme de poing. Apparemment, Popovich entretenait une relation avec Taisa Kamiji, l'ex-femme de Silva. Les rapports ont révélé que Kamiji avait appelé la police la veille pour signaler que Silva violait une ordonnance de protection temporaire. La raison pour laquelle il a conduit pour la menacer, elle et Pablo, n'a pas été révélée. Tout ce que nous savons, c'est que Silva a été accusé de coups et blessures et de résistance non violente à un officier. Dès que la nouvelle de son arrestation a été connue, le président de l'UFC, Dana White, a annoncé que Silva ne combattrait plus jamais dans l'UFC et l'a immédiatement libéré de son contrat. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vous voyez, environ 7 mois plus tard, le 4 septembre 2014, un juge de Floride a abandonné toutes les charges criminelles contre Silva en citant un manque de preuves, ce qui signifie qu'il était un homme libre. L'UFC est revenu sur sa parole et a réengagé Thiago Silva. Alors pourquoi figure-t-il sur cette liste? C'est parce qu'il y a encore un rebondissement dans cette histoire. 2 semaines seulement après sa réintégration dans la promotion, une vidéo incriminante a fait surface montrant que Silva était coupable de l'agression. Toutes les charges ont été abandonnées, mais Dana White, le considérant toujours comme un risque de fuite, a annoncé que Thiago Silva avait été à nouveau libéré de son contrat. Et cette fois-ci, c'est resté. Bien sûr, le vétéran de l'UFC n'est pas en prison, mais il participe activement à d'autres promotions comme la KSW et l'Eagle FC. Mais pas à l'UFC, plus jamais. D'un combattant brésilien notoire à un autre, nous avons Rousimar Palhares. S'il y a une personne que Dana White a eu du mal à bannir à vie, c'est bien lui. Rousimar Palhares est sans aucun doute l'un des meilleurs grappleurs de l'histoire du MMA et pas seulement de l'UFC. Ce type a participé à des compétitions dans la division des poids welter de l'Absolute Championship ACMAT, Fight Nights Global, Confrontaxia Sztuk Walki,
l'UFC et les World Series of Fighting et a réussi partout. Son plus grand atout est sans aucun doute son puissant jeu au sol, qui lui a permis de terminer 12 de ses 16 victoires par soumission avec des clés de jambes. Une fois que ses adversaires sont pris dans ses jambes, c'est fini. Vous voulez savoir ce qui est le plus fou? La suite la plus forte de Palhares a fini par être sa perte. Vous voyez, être un maître de son incroyable athlétisme et de ses compétences en BJJ, c'est cool. Mais le Brésilien a cultivé une mauvaise habitude infâme de s'accrocher à la soumission longtemps après que l'adversaire se soit écroulé. Parfois, il le faisait même après que l'arbitre soit intervenu pour lui dire d'arrêter. C'était comme s'il prenait son pied. La première fois que cela s'est produit, c'était contre Thomas Drôle en 2010 à l'UFC 111, lorsqu'il a pris sa victime dans l'une des soumissions les plus dangereuses, la barre de genou. Cette soumission peut entraîner des fractures et des déchirures des ligaments si elle est effectuée trop longtemps. Mais pour une raison quelconque, malgré le fait que Drôle ait tapé du pied et crié de douleur, Palhares a refusé de lâcher prise. L'arbitre a dû le tirer avec force pour lui faire lâcher son adversaire. Il a écopé d'une suspension de 90 jours pour ne pas avoir relâché la soumission après l'arrêt initial, ainsi que de nombreuses réactions négatives de la part des médias, mais 2 ans plus tard, il a récidivé. Cette fois, sa victime était Mike Pierce lors de l'UFC Fight Night 29. Le combat n'a commencé que depuis 30 secondes et Palhares a déjà achevé Pierce en le saisissant par un crochet au talon. Pierce, qui souffrait beaucoup, a tapé 8 fois de toute urgence, criant à l'aide, mais Rousimar ne semblait pas l'entendre ou s'en soucier. Une fois de plus, l'arbitre a dû intervenir et arrêter le combat immédiatement. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Dana White, qui publia le lendemain un communiqué annonçant que Palhares avait été retiré de la liste des combattants et exclu de la compagnie, en déclarant « C'est le 2e incident que nous avons avec Palhares. Il avait le verrou et ne le lâchait pas. Finalement, il l'a lâché, mais je vais aussi l'exclure. » Lorsque l'intervieweur a posé la question déterminante de savoir si le Brésilien combattrait à nouveau dans l'UFC, la réponse de White a été simple et directe. Il est fini. Le plus fou, c'est que Rousimar Palhares a lui aussi été exclu de la WSOF pour la même raison. Blague à part, il devrait peut-être voir un psychiatre pour ça, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Mais si vous pensez que c'est inquiétant, regardez ce dernier combattant qui a été banni de l'UFC pour la plus hideuse des raisons. Jonathan Koppenhaver. Ceux qui le connaissent se souviennent peut-être de lui sous le nom de War Machine. Ce combattant est entré dans l'UFC lors de la 6e saison de l'émission de télé-réalité Ultimate Fighter en 2007. Il était clairement un combattant très prometteur et cela s'est vu dès ses débuts qu'il a remporté par KO avant d'écraser Yoshiyuki Yoshida à l'UFC 84 par décision unanime. Mais devinez quoi? La carrière de ce type s'est arrêtée dès qu'elle a commencé. En effet, après le combat contre Yoshida, le matchmaker de l'UFC, Joe Silva, a proposé au jeune homme un combat contre Brandon Wolf. À la surprise générale, Koppenhaver a refusé et a commencé à s'en prendre à Silva. La situation est devenue tellement tendue que Silva a proposé ce combat comme seule option. Accepter l'offre de combat ou ne pas combattre du tout. Pour une raison ou une autre, le War Machine a toujours refusé d'accepter le combat. Pendant ce temps, l'ancien combattant de l'UFC Evan Tanner est décédé tragiquement. Et alors que toute l'entreprise était en deuil, War Machine a publié sur les médias sociaux qu'il pensait que Tanner s'était suicidé à cause de sa carrière infructueuse. Cette déclaration controversée a retourné tout le monde du MMA contre lui. Et finalement, l'UFC l'a libéré pour avoir refusé un match et fait des déclarations aussi vulgaires. Même lorsque les médecins légistes ont prouvé que la mort de Tanner n'était pas liée à un suicide, War Machine a refusé de se rétracter. Il a ensuite travaillé dans quelques promotions indépendantes et a également travaillé dans l'industrie du film pour adultes. En mars 2017, on a appris que Koppenhaver avait été reconnu coupable de 29 chefs d'accusation pour avoir agressé sexuellement et sévèrement battu son ex-petite amie Christine McKinday et le petit ami de cette dernière en 2014. L'affaire a dégénéré. Et finalement, en juin, Koppenhaver a été condamné à la prison à vie avec la possibilité d'une libération conditionnelle après 36 ans. Donc,
Même si l'UFC avait l'intention de le faire revenir, il n'y a plus aucun moyen de l'éviter. Laquelle de cette affaire vous semble la plus folle? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Octagon Rival pour ne pas manquer les prochaines.